Nous vivons à une époque où tout doit être déconstruit et rationalisé à l'extrême. À une époque où on n'imagine même plus autre chose qu'une approche rationnelle pour expliquer les comportements humains. Le problème, c'est qu'on aura beau user de toute la rationalité qu'on veut, l'être humain est et restera par essence un être irrationnel. Et faire véritablement preuve de raison, c'est ça, admettre que nous sommes des êtres irrationnels. Et au fond, les déconstructeurs ne font jamais rien d'autre que d'essayer de détruire ces mythes que l'homme a façonnés au cours des siècles, comme si ces mythes ou ces constructions sociales étaient nécessairement mauvais et devaient à tout prix être détruits. Mais c'est oublier que ce sont toujours les mythes qui façonnent les sociétés. Des religions ou légendes et mythes en passant par les constructions sociales, tous ces éléments ne sont plus considérés que comme d'obscurs artefacts du passé. Et pour beaucoup, la rationalité est la seule chose à même de nous rapprocher de la vérité. Celui qui remet en question la rationalité, comme je suis en train de le faire, passera forcément, dans un premier temps au moins, pour un fou. Pourtant, on en a la preuve à peu près tous les jours, la raison poussée à son paroxysme, ce n'est pas un progrès, mais une folie. Parce qu'après tout, ce sont souvent les fous qui raisonnent le plus. Et tout ce que l'excès de raison produit, ce ne sont au fond que d'autres mythes. Et si nous n'étions pas des êtres absolument rationnels? Et si nous avions même besoin d'irrationnel? Alors, vous le savez peut-être, si vous me suivez, défendre ce qui semble en apparence indéfendable. Vous le savez, c'est ma grande passion. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. La France et l'identité française, c'est pour beaucoup le pays des Lumières, de la rationalité et du combat contre l'obscurantisme religieux. Et c'est précisément au nom de la raison que beaucoup s'attaquent à ce qu'on appelle le roman national, par exemple. Le roman national, c'est une manière de raconter l'histoire d'un pays en y ajoutant des éléments fictionnels, mythiques, religieux, légendaires. C'est ajouter du rêve à la réalité. Alors, pour ses opposants, un des principaux arguments, c'est d'affirmer que le roman national, ce n'est rien d'autre que de la propagande, que ça ne sert à rien d'autre qu'à faire aimer son pays. Et c'est vrai. Et c'est d'ailleurs tout son intérêt. Aimer le pays d'où l'on vient, ou bien le pays où l'on vit, c'est indispensable non seulement au bon fonctionnement d'une société, mais aussi pour le développement de l'individu. Quand on déteste l'endroit d'où l'on vient, c'est plutôt un mauvais départ pour s'aimer soi-même. Donc oui, il y a déjà une raison pratique au roman national. Et aujourd'hui, ce roman national n'est plus enseigné à l'école. On n'apprend plus aux jeunes élèves à aimer leur pays. Parce que le but du roman national, c'était effectivement de transmettre aux plus jeunes l'histoire de leur pays, certes un peu fabulée, pour la rendre non seulement plus accessible, mais aussi plus passionnante, en la leur faisant découvrir à travers un mélange de réel et de fictif, plein de héros, de miracles et de tragédies. Aujourd'hui, quand on apprend l'histoire aux plus jeunes, on ne cherche non seulement plus à les faire rêver, à leur faire aimer leur pays, mais plus encore, on cherche à les en dégoûter, à détruire le socle commun, ce qui est censé unir les membres de la nation. Débarrasser les jeunes générations de leurs traditions, de leur culture, semble être un objectif important de l'éducation nationale et ce depuis plusieurs années. La raison à ça, elle est simple, les deux guerres mondiales, motivées en partie par des idéaux nationalistes. Et le but derrière cette volonté de déconstruire, en vérité, il est plutôt noble. Il s'agit de tout faire pour ne pas revivre les pires horreurs de l'histoire. Mais le prix à payer, ça a été la détestation généralisée de leur propre pays par des millions de personnes. On a donc cherché à supprimer cet attachement au pays, à la nation, à ne plus enseigner par l'émotion, mais uniquement par la raison. Ce qui est souvent, surtout pour un enfant, terriblement ennuyeux. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était l'Évangile de Clovis selon la foi de nos pères du frère Arnaud. L'idée de ce livre, c'est de raconter l'histoire de Clovis, fondateur du royaume de France, premier roi chrétien, sans véritablement s'embarrasser de la vérité historique et de la rationalité. Et peut-être qu'en entendant ça, certains vont se demander quel est l'intérêt, du coup. Et ça va même peut-être faire grincer des dents. Et je vois déjà les commentaires qui crient à l'obscurantisme. Et bien c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Mais pour commencer, laissez-moi vous raconter rapidement le tout début de l'histoire de Clovis, tel que la légende la raconte, et notamment la fameuse anecdote du vase de Soissons. Parce que c'est à travers l'histoire de Clovis, fondateur du royaume de France, que j'illustrerai mon propos. Le jour des funérailles de Childéric, fils de Mérové, on sacrifia des centaines de chevaux, et il fut lui-même enterré avec son cheval de guerre. À sa mort,
c'est son jeune fils Clovis qui prit la relève, un barbare qui mystérieusement avait reçu la bénédiction de Dieu, qui allait en faire son instrument de choix pour accomplir son plan de faire de la Gaule son royaume. Très jeune déjà, Clovis manifestait un caractère très belliqueux. Il donnait toute son énergie à la guerre et il était toujours à la recherche d'une occasion de se battre. Clovis était encore un païen, il ne s'était pas encore converti au christianisme. Mais à cette époque, l'Église est florissante. Les évêques sont des chefs respectés, mais aussi des saints vénérés. Parmi eux, Saint Rémy, qui enverra une lettre à Clovis dans laquelle il dira notamment « Élevez l'âme de vos peuples, soulagez les veuves, nourrissez les orphelins. Plus tard, ils vous serviront, et de la sorte, vous conquérerez l'amour de ceux-là même qui vous craignent. » Durant la 5e année de son règne, Clovis entra en guerre contre Syagrius, qui tenait son siège à Soissons. En le tuant, Clovis mit fin à la domination romaine dans les Gaules après 5 siècles et demi d'occupation militaire. Clovis installa son palais dans la villa gallo-romaine de Chelles, près de Soissons, et, suivant les conseils de Saint Rémy, il fit tout pour modérer les excès de ses soldats après la victoire, et leur demanda d'attendre, comme le voulait la tradition, pour partager le butin. Quelques soldats néanmoins avaient trouvé le moyen d'entrer dans la ville de Reims et pillèrent les trésors et les vases sacrés. Parmi ces vases, il y en avait un d'une grande beauté. Il appartenait à Saint Rémy lui-même. C'était un vase très ancien, auquel il tenait beaucoup. Saint Rémy fit la demande lui-même à Clovis de récupérer ce vase. Le roi Clovis partit alors jusqu'à Soissons, car c'est là-bas que le butin devait être partagé. C'était prendre un bien grand risque que de rompre avec les traditions de son peuple pour satisfaire la demande d'un évêque, car la coutume voulait que les vainqueurs partagent le butin. On mit, en plein milieu de la place de Soissons, l'intégralité du butin. Clovis fit alors cette demande. « Je vous prie, mes braves guerriers, de bien vouloir m'accorder outre ma part ce vase que voici. » Les guerriers répondirent au roi qu'il pouvait faire ce qui lui plaisait, car personne ne pouvait résister à sa puissance. Mais parmi eux, un guerrier prétentieux et jaloux prit sa francisque et frappa le vase. « Tu ne recevras de tout ceci rien que ce que te donnera vraiment le sort. » Tout le monde était stupéfait. Clovis contint sa rage et prit le vase fêlé pour le donner à Saint Rémy. Un an plus tard, alors que Clovis faisait la revue de ses troupes, il s'arrêta devant ce guerrier. Au prétexte que ses armes étaient mal en ordre, il lui en fit la remarque, lui arracha sa francisque, la jeta au sol. Et lorsque le soldat se baissa pour la ramasser, le roi prit lentement la sienne et lui trancha la tête en disant « Ainsi as-tu fait, au vase de Soissons. » Le roi Clovis ordonna qu'on laisse le corps sans sépulture, là où il venait d'être tué, la plus grande des humiliations qui soit. Ce geste marqua un coup d'arrêt brutal aux excès des soldats, et tous comprirent que la religion catholique devait être respectée. Et cette histoire du vase de Soissons a pendant longtemps été enseignée à l'école. Alors si sa véracité historique est plus que douteuse, son intérêt ne se situe pas là en réalité. L'idée derrière cette histoire, c'est surtout d'introduire le caractère de ce roi païen et belliqueux, et qui, malgré sa brutalité de barbare, va pacifier et christianiser la Gaule. L'idée ici, c'est aussi de rendre l'apprentissage de l'histoire moins abstrait. L'intérêt de ce mythe, ce n'est pas d'apprendre l'histoire telle qu'elle a été, mais, pour utiliser les termes du frère Arnaud, d'apprendre l'histoire telle qu'elle a été aimée. Parce que beaucoup des générations précédentes ont appris ce mythe. Et partager ces mythes communs avec nos ancêtres, ça nous permet de mieux les comprendre. À travers le mythe, on partage avec nos ancêtres une émotion commune. Et c'est quelque chose que non seulement l'histoire n'est pas capable de faire, qu'elle doit même éviter de faire. Parce que ce n'est pas son rôle. L'histoire, c'est une science qui évolue en permanence. Alors que le mythe, lui, est constant. Alors attention, je précise bien que je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut remplacer l'histoire par le mythe. Bien sûr que non. Je sais déjà qu'il y aura des commentaires pour me faire dire ce que je ne dis pas, alors j'anticipe. Ce que je dis, en revanche, c'est qu'il faut apprendre les deux, parce que des mythes en France capables d'éveiller les passions et de nous connecter à notre passé, à notre histoire, il y en a beaucoup, et parmi les plus célèbres, Jeanne d'Arc, une jeune fille qui devient chef de guerre, et Clovis, ce barbare qui devient le lieutenant du Christ. L'idée avec le roman national, c'est aussi de donner envie de s'intéresser à l'histoire, la vraie, de partir du mythe pour aller vers le réel. Parmi les plus jeunes aujourd'hui, la plupart n'ont même jamais entendu parler de ces mythes fondateurs. Ils ont à la fois perdu l'amour pour leur pays et sa connaissance réelle. C'est donc un double raté. En proposant une vision purement rationaliste de l'histoire, on a forcément tendance à désenchanter le monde.
Or, il se trouve qu'on a bel et bien besoin d'enchanter le monde. Tout ce que retiennent les jeunes générations de l'histoire, ce sont les horreurs, les massacres, les génocides, les guerres, la colonisation, etc. C'est une histoire mal apprise, qu'ils apprennent comme ils verraient un film qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils ne se souvenaient que des scènes de violence sans jamais chercher véritablement à comprendre comment on en est arrivé à ces scènes de violence. Au point qu'on entend même parfois que les Français, ou les Blancs en général, n'auraient pas d'histoire. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que l'Occident possède l'une des histoires les plus riches du monde. Ce sont aussi souvent les obsessions contemporaines qui dictent la manière d'enseigner l'histoire. Ainsi, il est de bon ton de dire que la femme a toujours été horriblement oppressée au cours de l'histoire, alors même que l'histoire de France, réelle et mythique, possède des tonnes et des tonnes de figures féminines fortes, exceptionnelles et héroïques. Et ce qu'il y a d'intéressant, quand on s'intéresse à l'histoire de Clovis, justement, c'est de constater qu'au fond, Clovis, ce n'est qu'un outil. Clovis, ce n'est que la force brute, la véritable fondatrice de la France, celle qui exécute véritablement le projet de Dieu, de créer un royaume chrétien sur terre, celle qui va tout faire pour que Clovis se convertisse, c'est Clotilde. C'est elle qui arrive à dompter le barbare sanguinaire avec la seule arme de son amour. Vers 491, Clovis se maria. Mais après une longue campagne militaire, lorsqu'il revint dans les Gaules, il s'aperçut que sa femme était décédée. Il entreprit alors d'en trouver une nouvelle. Il fit la rencontre d'une jeune princesse burgonde, Clotilde. Sa seule famille était son oncle, le roi Gondebaud, un tyran qui avait massacré toute sa famille pour s'emparer du pouvoir. Il ne restait plus que Clotilde et sa sœur. Clovis tomba amoureux, et il était prêt à épouser une princesse catholique, alors même que cette décision le priverait d'union avec les autres royaumes barbares. Clotilde lui dira cependant qu'elle refuse de se marier avec un idolâtre, et exigea de Clovis qu'il se convertisse au christianisme. Gondebaud, qui craignait la vengeance de Clotilde pour avoir massacré toute sa famille, envoya des cavaliers pour l'enlever, mais elle parvint à s'échapper. Les noces de Clovis et Clotilde furent célébrées en 492. Depuis ce jour, elle ne cessa de travailler de toutes ses forces à la conversion de son époux au christianisme. Elle finit par mettre au monde un prince, et Clovis accepta qu'il se fasse baptiser. Ce premier fils se nommait Ingomère, mais Dieu, pour éprouver la foi et la confiance de la princesse et du roi, permit à la maladie de prendre l'enfant. Il mourut quelques semaines plus tard. La mort de son fils eut un impact très négatif sur la volonté de Clovis de se convertir. Pour lui, ça ne faisait aucun doute. Ses dieux païens le punissaient de les avoir trahis. Il aura cependant un second fils nommé Clodomir. Encore une fois, il tomba malade. Clotilde pria alors Dieu pour lui permettre la guérison de son fils. Il accepta et la foi de Clovis revint. Mais il différait toujours l'heure de sa conversion au christianisme. La reine Clotilde multiplia alors les prières pour aider le roi dans ses entreprises guerrières afin de le convaincre de précipiter l'heure de sa conversion. À force de prières, un ange apparut. C'était Saint Michel. Il lui dit de faire remplacer les 3 croissants qui ornaient l'écu de Clovis et de le remplacer par un bleu d'azur semé d'une fleur de lys d'or. C'était la volonté de Dieu lui-même. On fit alors venir ces nouvelles armes à Clovis, qui finit par les adopter après que la reine lui expliqua que c'était un ange qui lui avait donné ce conseil. La bataille s'acheva par une victoire éclatante en haut de la petite montagne, en laquelle est à présent la tour de Montjoie. Montjoie, ça voulait dire « mon Dieu ». Clovis est convaincu de la puissance de ce nouveau Dieu, mais il retarde encore et toujours l'heure de sa conversion. En 496, les Alamans passent le Rhin. Clotilde parvint à négocier avec Clovis que si son Dieu lui donne la victoire, il se fera chrétien. Et tandis qu'elle continuait de prier, Clovis partit pour le champ de bataille. Très rapidement, au cours de la bataille, le roi des Alamans fut tué par une flèche, ce qui provoqua la panique parmi les siens et facilita grandement sa victoire. Clovis n'avait alors plus d'ennemis à combattre et la région fut pacifiée. Le roi rassembla ses sujets pour leur dire d'abandonner les dieux mortels et d'obéir au Dieu unique. Un autre monde allait naître, celui de la chrétienté. Clovis allait enfin se convertir en se faisant baptiser. Voici donc l'origine mythique de la création du royaume de France. Et je suis certain que beaucoup parmi vous n'avaient même jamais entendu parler de Clotilde. Et je suis aussi certain que beaucoup pensent que ce n'est pas réel, donc ça n'a pas d'intérêt. Pourtant, beaucoup de gens se prennent de passion pour le lore d'univers fictif.
du jeu vidéo ou du cinéma. Et je plaide coupable aussi, sans avoir jamais joué à un Dark Souls, je me suis pris de passion pour les vidéos d'explications, d'analyses, d'hypothèses, etc. de l'univers du jeu. Bref, je trouve assez curieux que tant de gens soient capables de passer autant de temps à se renseigner sur les mythes et légendes d'un univers fictif, mais qu'ils aient aussi peu d'intérêt pour les mythes qui ont eu un véritable impact sur le réel. Connaître ces mythes, ça permet de mieux apprécier la fiction également. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà vu ou lu Game of Thrones, par exemple. Bon, cette série, elle est très inspirée par l'histoire de France et les mythes européens. C'est l'histoire de France avec des dragons. Tout ça pour dire que nous sommes entourés d'artefacts, de mythes et de légendes. L'industrie du divertissement revend au grand public les mythes qui ont façonné leur culture et qu'ils ont oubliés. Mais à l'époque où moi j'ai découvert Zelda, en l'achetant d'occasion, j'ai entendu parler de l'épée d'Excalibur. Donc j'avais dit en fait à mon vieil oncle, bon, tu veux pas un livre plutôt que tes jeux vidéo, alors je veux l'épée d'Excalibur. Alors il m'a apporté un livre qui s'appelait Victor et l'épée d'Excalibur. Je dis à ma mère, j'étais obsédé, hein. Elle m'a emmené à la BNF, Bibliothèque François Mitterrand, mais alors la vraie, le truc où il y a les mecs qui étudient le Moyen-Âge dans des scripts en fait, écrits en vieux français. Donc je débarque, à force de questions, on nous amène à la section des manuscrits moyenâgeux pour trouver le mythe arthurien. Les légendes fondatrices de la France, mais aussi des autres pays du monde, sont tout aussi nombreuses et passionnantes que celles des univers d'héroïque fantasy qui n'ont fait que les copier. On peut donc trouver curieux que la représentation, la copie, ait à ce point plus de succès que l'original. On préfère le mythe industriel plutôt que le mythe organique. Et c'est vraiment dommage parce que les mythes fondateurs d'un pays, bien qu'ils ne soient, par définition, pas vrais, ont énormément d'influence sur le réel. Les racines chrétiennes de la France, même si elles sont souvent reniées, sont encore très présentes aujourd'hui. Sur les cathédrales, les églises, les noms de rues, Saint-Germain, Saint-Denis, Saint-Rémy, etc. Connaître les mythes français, c'est mieux comprendre notre culture et les symboles qui nous entourent. Peut-être, par exemple, que certains ignoraient que les fleurs de lys représentent la Sainte Trinité et qu'il est le symbole de l'unification du royaume de France autour de la chrétienté. D'ailleurs, étrangement, si les mythes français sont de plus en plus méconnus et plutôt mal vus au point de ne même plus être enseignés, les mythes et légendes des autres continuent de nous fasciner et de nous intéresser toujours autant, comme si les mythes et les légendes ce n'était bon que pour les autres. On peut se passionner pour les légendes japonaises ou thaïlandaises par exemple, et si les Africains veulent enseigner leurs mythes, on applaudit des deux mains. Quel trésor culturel, et c'est vrai. Mais quand ce sont les Occidentaux qui veulent le faire, c'est de l'obscurantisme. Or, nous ne sommes pas supérieurs. Nous avons tout autant besoin de mythes que les autres. Toutes les civilisations se sont construites sur des mythes. Littéralement toutes. Voilà pourquoi, à une période de déconstruction généralisée, la première étape, ça a été de détruire le mythe. Connaître les légendes françaises, c'est aussi important que de connaître les mythes grecs ou nordiques, qui ont façonné l'imaginaire collectif pendant des siècles et qui continuent de le faire aujourd'hui. Connaître la légende de Clovis, c'est aussi important que de connaître la légende du roi Arthur. Mais en aucun cas, connaître ces mythes ne signifie qu'il ne faut pas connaître l'histoire réelle. Le roman national, c'est ça. C'est une imbrication du vrai et du légendaire, comme le sacre de Clovis, par exemple. Alors que Saint-Rémy voulait sacrer le roi et loindre de l'huile qu'il avait consacrée, le diable brisa l'ampoule et répandit l'huile sur le sol. L'évêque envoya un clerc en chercher une autre. Mais le temps s'allongea, au point que ce fut une ultime épreuve pour les guerriers de Clovis. Tenter d'y voir là quelques mauvais présages. Quelques guerriers se mirent à insulter le roi et Saint-Rémy, disant que le christianisme ne valait rien et que le roi ne devait pas être chrétien contre la volonté des dieux qui venaient de briser l'ampoule. Mais Saint-Rémy, levant son visage vers le ciel, demanda à Dieu de faire en ce jour solennel un prodige qui pût servir à sa gloire. Aussitôt, apparut une colombe blanche comme neige, qui vint se poser sur sa main. Elle portait dans son bec une ampoule qu'elle semblait offrir à l'évêque. Elle était remplie de l'huile requise pour les onctions. C'est à ce moment-là que le Christ prit possession du royaume. C'est ainsi que naquit la France. C'était la première fois qu'un royaume associa des peuples si divers, ne se fondant pas sur l'unité d'une même race, mais d'une religion, le catholicisme. Clovis fut le premier roi chrétien. Il bâtit de nombreuses églises, multiplia les autels, les paroisses, pour faciliter l'instruction populaire. Il y avait cependant beaucoup d'idolâtres parmi les Francs, qu'il combattit sans relâche, tout en faisant parfois preuve
de beaucoup de mansuétude et de charité chrétienne. Il est très courant d'opposer la science et la foi. Et pourquoi pas, après tout, et qui pourrait nier les progrès immenses que la science a permis? Cependant, chercher à supprimer toute trace de foi, de mythe, d'irrationnel, c'est faire preuve de la plus grande des irrationalités. Parce que la véritable raison, c'est d'être capable d'admettre que l'être humain n'est pas un être parfaitement raisonnable. Il existe un aspect purement irrationnel chez l'homme qui fait intégralement partie de la nature humaine. L'irrationnel humain, c'est aussi ce qui fait son charme, son génie, et qui lui permet de produire tant de beauté. Comparer ce que le christianisme a bâti à ce que le rationalisme pur et l'esprit pratique ont bâti, pour comprendre à quel point cette dose d'irrationnel est en réalité non seulement quelque chose de magnifique, mais surtout quelque chose de vital. Les mythes, les légendes, le roman national participent plus que n'importe quoi d'autre à établir des civilisations. Le roman national, mélange d'histoire et de légende, a bien une fonction et il ne faut pas le rejeter. Il est là notamment pour entretenir l'amour de sa culture, de son pays, des siens. Toutes les sociétés humaines sont fondées autour du mythe. Les héros, par exemple, sont des sources d'inspiration, des modèles. Il est tout aussi irrationnel d'imaginer une humanité qui pourrait vivre sans mythe que de croire ces mythes aveuglément. Alors très certainement que les Nietzschéens se sont arrachés les cheveux en écoutant cette vidéo, et je les félicite, ils sont parvenus jusque-là, parce qu'après tout, dire que le mythe a toujours de l'importance aujourd'hui, c'est vraiment aller à l'encontre de la prophétie du surhomme, à l'encontre du mythe du surhomme, car ça non plus, après tout, ce n'est rien d'autre qu'un mythe. La chose la plus irrationnelle qui soit, c'est de penser que l'homme est une créature rationnelle. Alors voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Il est temps maintenant de vous raconter la fin de l'histoire de Clovis, fondateur du royaume de France.